Bonjour, voici votre cours de théorie et qualité pour cette semaine. On va parler des agrosystèmes ou agroécosystèmes. On a déjà parlé en cours. Un agrosystème, c'est un écosystème déséquilibré car l'homme, on a la main, hein, on le modifie et tout ça en dépit de la biodiversité et dans le but de produire et de dégager une récolte importante. Donc, une espèce elle est favorisée. Donc, ici, dans notre exemple, nous retrouvons un champ de maïs qui est favorisé en comparaison avec une forêt. Donc on voit tout de suite dans notre graphique de biodiversité que la biodiversité elle est beaucoup plus élevée dans la forêt que dans les champs de maïs. Donc dans la forêt on est plutôt vers les 700-800 un nombre d'individus par mètre carré. Ici on est plutôt dans une centaine de nombres d'individus par mètre carré. Donc on voit très bien tout de suite qu'en fait la biodiversité elle est perdue, hein. C'est très faible dans un agrosystème et c'est le défi de notre, on va dire, de la nouvelle décennie, c'est de justement pouvoir améliorer cette biodiversité dans nos agrosystèmes car on se rend compte que les conséquences sont lourdes et graves. Une perte de biodiversité provoque quelque chose comme ce qui arrive aujourd'hui avec le Covid-19. La perte de biodiversité, ça veut dire la perte d'habitat et ça fait que les animaux sauvages comme les chauves-souris s'approchent plus on va dire des élevages humains, des élevages de porcs ou des élevages de vaches et qui vont mordre, hein, ils vont affecter les cochons que nous, les humains, on va manger. Et voilà, et c'est comme ça que le Covid-19 se retrouve dans notre corps. Il est temps que si on avait une biodiversité très élevée, bah, les animaux sauvages comme les chauves-souris pourraient rester dans leur habitat sans devoir bouger et venir attaquer nos élevages à nous. Donc je vous invite à lire le texte qui est là, ainsi que celui qui est en bas, hein, c'est la même chose que je viens de dire à l'oral. Puis, comme on vient de dire, bah, un écosystème, il a le but de produire, hein, une récolte. Donc cette récolte, il y a un transfert énergétique, donc il y a un rendement qu'on étudie, c'est-à-dire l'énergie qu'on sort, c'est-à-dire la quantité de récolte, moins tout ce qu'on a mis au niveau énergétique pour produire cette récolte, bah ça nous donne un rendement. Donc évidemment, tout ça, ces modifications ont un coût financier, mais également un impact important sur l'environnement et la santé humaine. Donc on voit par exemple ici dans notre graphique, P, c'est la production, c'est l'agrosystème qui va produire une récolte, mais cette récolte, elle est produite car on a un échange, on reçoit de l'énergie solaire, on a un échange de CO2 car on utilise l'énergie fossile comme le pétrole pour alimenter les machines qui vont permettre de cultiver les champs. On utilise des intrants, des engrais chimiques, des produits phytosanitaires, donc des pesticides, insecticides, pour pouvoir traiter les plantes. Et on utilise l'irrigation de l'eau, hein, pour pouvoir nourrir en eau les plantes aussi. Et donc on peut voir qu'en fait, ce que nous on donne, ce qu'on récupère d'un écosystème actuel, hein, je parle plutôt de niveau industriel, c'est on récolte. C'est un type de nourriture pour les décomposeurs du sol, qui vont nous permettre de nourrir les plantes aussi, mais aussi de la pollution, l'excavation. Tous ces intrants qu'on a utilisés là, ils vont partir par les sols, ils vont aller lixivier les sols, l'eau, les endroits en fait, proches de la culture. Donc on va polluer en CO2, on aura une récolte, donc on aura de quoi manger évidemment, bien sûr, heureusement, mais on aura aussi une pollution. Donc toutes ces modifications, comme je viens de dire, ont un impact important sur l'environnement et la santé humaine. Donc c'est notre défi actuel de pouvoir comprendre comment améliorer tout ça. Donc là, je vous reprends un autre exemple. C'est une comparaison entre un écosystème et un agrosystème. Donc un écosystème, bah, on l'a déjà étudié en écologie, c'est l'endroit où on se retrouve la biocénose et les biotopes et avec des réseaux trophiques très complexes, c'est-à-dire des chaînes alimentaires très complexes, hein. C'est pas simple un écosystème, c'est assez complexe parce qu'il y a les bactéries, les champignons qu'on ne voit pas, mais qui vont participer dans la vie des petits animaux et des gros animaux. Il y a la photosynthèse, heureusement, qui permet d'obtenir de l'énergie solaire et les transformer en énergie chimique, donc en sucre, qui vont nourrir les herbivores, qui à leur moment, ils vont nourrir les carnivores, et comme ça. Par contre, dans un agrosystème modifié par l'homme, donc on a juste les champs, les cultures, donc il va produire évidemment la photosynthèse, mais une photosynthèse beaucoup plus réduite, ce qui va réduire les chaînes alimentaires et on obtiendra une récolte. Donc, c'est pour ça que notre photosynthèse et notre cycle diminue parce qu'on obtient en partie, on les prend, hein,
clairement, on les prend. Ça, on l'appelle des exportations. Mais aussi, ce qu'on exporte à la nature, ce sont les polluants qui vont aller dans les sols, qui vont aller dans l'eau, les polluants qui vont aller dans l'air. Et en plus, on importe des choses, des pesticides, des intrants, de l'essence, du pétrole. Tout ça, on l'importe vers notre agrosystème, ce qui va encore dérégler tous les systèmes naturels qui est dans un écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui à faire dans notre époque? On cherche plutôt à euh, laisser faire la nature, hein. Utiliser des agrosystèmes, évidemment, il faut les modifier un peu parce qu'il faut bien qu'on mette les plantes qu'on doit manger, mais laisser faire la nature, c'est-à-dire s'approcher plus d'un écosystème que plutôt que s'éloigner. Donc, par exemple, un agrosystème industriel aujourd'hui, il a besoin de 1000 litres d'eau pour 2 mètres carrés de sol cultivé, ça nous produit 1 kilo de riz. 1000 litres d'eau, 13 000 litres d'eau, plus 16 mètres carrés de sol cultivé, parce que la bête, elle doit bien manger, produit juste 1 kilo de steak. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience que ses habitudes alimentaires individuelles, conjuguées à celles des milliards d'autres personnes dans le monde, peuvent aggraver ou atténuer le réchauffement climatique global, la destruction des écosystèmes naturels et la baisse de la biodiversité. Donc ça, je vais justement insister sur ça, c'est quelque chose d'assez important. Il faut que, pour pouvoir modifier nos modes de culture, les modes de faire les écosystèmes, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est un écosystème, comment il marche, qu'est-ce que c'est une chaîne trophique. Donc ces cours-là, il va se coupler un petit peu avec les cours d'écologie, qui est justement les écosystèmes, que vous allez l'avoir demain ou après-demain. Donc aujourd'hui, vous allez juste étudier les agrosystèmes, comprendre leur complexité un peu, mais aussi leur impact dans la santé et l'environnement. Et les choix des pratiques culturelles ou les modes de culture doivent permettre de concilier la nécessaire production agricole, donc bien manger, hein, mais aussi la gestion durable de l'environnement et la santé de nous, les consommateurs, mais aussi les animaux. Cela passe par une gestion raisonnée des surfaces agricoles, de l'eau et des intrants. Et donc il y a pas mal de mots qui peut-être vous semblent nouveaux, pratiques culturelles, modes de culture, tout ça on va les voir par la suite. On fera un petit cours de vocabulaire, on va dire, plutôt agricole. Donc pour ces cours, je vous donne aussi un travail à faire à la maison, c'est des exercices, des questionnements. Donc les premiers exercices, c'est je vous demande de comparer un écosystème, par exemple une forêt, avec un agrosystème, par exemple un champ de blé. Donc vous devez me parler en termes de biodiversité, comment elle est la diversité des espèces, est-ce qu'il y a beaucoup ou pas? Et la diversité des espèces, pareil. Est-ce que les chaînes trophiques sont grandes, sont petites? Est-ce qu'il y a beaucoup, sont complexes, plutôt simples? Ou plutôt simple. Et quel est le rendement de la forêt, du champ de blé? Et est-ce qu'on utilise des intrants? Et vous devez me décrire dans quelques mots qu'est-ce que c'est un écosystème et qu'est-ce que c'est un agrosystème. Donc là, je vous demande plutôt de comparer et je vous donne les instructions ici dans ces paragraphes-là. L'exercice 12, c'est les pratiques agricoles, la santé et l'environnement. Donc, expliquer à l'aide des recherches sur Internet quel est l'effet d'un apport excessif de nitrates et de phosphates dans les sols agricoles. C'est l'image que vous voyez là, hein. Cet effet-là s'est produit parce qu'on apporte trop de nitrates et trop de phosphates dans les sols, c'est-à-dire plutôt des pesticides. Cela entraîne la pollution des eaux superficielles et des nappes phréatiques. Donc, vous devez trouver l'effet dans l'image suivante et vous devez écrire les mécanismes ainsi que les noms de ce mécanisme-là. Il y a un nom spécifique, ça commence par E. Et vous devez m'expliquer les mécanismes. Comme ça, c'est fait que cet apport excessif de nitrate et phosphate provoque ça, ce que vous voyez de l'image. Et question 2b, donc les pesticides ne sont pas ou peu biodégradables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être détruits par la nature elle-même, ils provoquent un effet appelé bioaccumulation dans les réseaux trophiques. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est la bioaccumulation dans les réseaux trophiques. Voilà. Juste, vous avez une image de l'application des pesticides dans des champs de courges. Et exercice 3, donc là on va parler plutôt de l'amélioration des espèces pour augmenter les rendements justement. Ce qu'on a fait depuis une cinquantaine d'années, ce sont des sélections génétiques dans l'agriculture. Donc expliquez-moi qu'est-ce que c'est la sélection génétique dans l'agriculture. Attention, vous devez bien décrire cette sélection en lien avec les espèces sauvages agricoles. Voici un exemple pour les maïs. Donc là on voit bien par exemple que on avait un ancêtre, présence en Amérique, qu'on a domestiqué au Mexique. Puis on a adapté en Europe,
et on a fait une extension des zones de culture et on a fait des hybrides. Donc expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire un hybride? Qu'est-ce que c'est cette sélection génétique? Expliquez-moi aussi qu'est-ce que c'est le microbouturage et le clonage animal. Il faut être précis et vous pouvez utiliser des images si possible. Vous pouvez répondre directement dans ce document et me coller les images là. Exercice 4, donc ça c'est la même chose que tout à l'heure, c'est l'amélioration des espèces pour augmenter les rendements, mais par contre ici c'est ciblé aux OGM. Donc ici dans cette image vous avez les saumons de Aquabunti, c'est le gros qui est derrière là, c'est les mêmes saumons en fait, ça c'est un saumon sauvage, ça c'est un saumon modifié qui s'appelle Aquabunti, est un saumon d'Atlantique auquel on a ajouté 12 gènes, l'un issu du saumon chinook favorise la production de l'hormone de croissance. L'autre, issu d'une autre espèce de poisson, code une protéine jouant le rôle d'antigel qui permet à l'animal de se développer dans une eau très froide. C'est Frankenfish, on l'appelle Frankenfish, c'est comme Frankenstein, c'est-à-dire c'est saumon un peu mouton, atteint une taille optimale entre de 16 à 18 mois contre 30 pour un individu banal, c'est-à-dire le petit par exemple, lui, il atteindra une taille optimale pour la consommation et pour la vie adulte, et en 30 mois, celui-là, il atteint entre 16 et 18 mois. Et donc, décrivez-moi qu'est-ce que c'est un OGM, ici, un organisme génétiquement modifié. Et je vais bien spécifier là par rapport aux animaux. Et quelle est la problématique que vous voyez ici dans l'exemple du saumon? Donc, question B, voici un graphique qui reprend la surface des cultures OGM en millions d'hectares. À partir de ce graphique, répondez aux questions suivantes. Donc là, vous voyez, c'est à vous d'aller décortiquer un peu les graphiques. Et pourquoi les pays industrialisés ont plus de cultures OGM? Pensez-vous que les pays en voie de développement vont rejoindre les pays industrialisés? Donc, juste une petite piste, là on est en 2006. Hein. Donc, essayez d'extrapoler les courbes qui vont être là. Et quelle est la différence entre un OGM et un PGM? Et dernière question, à partir des avantages et inconvénients autour des OGM que vous avez ici, avantages en vert et inconvénients en rouge, donnez votre avis personnel et de l'utilisation des OGM. Donc, minimum 300 mots et vous pouvez écrire ici dans le reste du document. 300 mots, s'il vous plaît, minimum. Et voilà pour votre travail en terroir et qualité. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par WhatsApp ou par mail. Et je reste évidemment disponible. Donc, ces travaux, les TD, donc travail dirigé et les cours, vous allez les trouver dans la plateforme Walter. Merci beaucoup. Au revoir.